Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Alors, vous êtes épidémiologiste, je l'ai dit, la RDC reste le principal foyer de transmission de ce virus, le Mpox, que j'ai présenté d'entrée des jeux. Alors, 80% de cas, voire même plus, 90% des cas ou des cas de contamination ont été recensés en RDC particulièrement, voire même la maladie a traversé le monde, c'est en Europe, c'est enregistré aussi ou reporté aussi aux États-Unis. En tant qu'épidémiologiste, est-ce que doit-on avoir peur de ce virus? Merci beaucoup. Je pense que je mérite d'abord que vous puissiez avoir une idée sur la maladie elle-même. Oui, mais grosso modo comme ça, est-ce qu'il y a lieu de s'effrayer ou de s'alarmer d'abord avant que l'on parle de la maladie? Oui. Bon, la RDC, vous savez, avec les guerres, avec les affrontements dans tous les fronts au pays, fait qu'il y a eu beaucoup de déplacés et ces déplacés vivent dans des conditions vraiment précaires, dans la promiscuité. Et c'est ce facteur-là qui fait que ces déplacés, en vivant dans la promiscuité et en menant des activités champêtres, en faisant la chasse pour survivre, ils sont en contact avec les animaux. Ok. Vous voyez ça? Et c'est ce qui fait, c'est ça le facteur très important qui fait qu'aujourd'hui, la RDC soit le pays le plus contaminé aujourd'hui. Ouais. Le premier foyer de transmission. Alors, je vais encore dire, l'OMS, après avoir constaté les différentes phases ou les différents clades, comme on dit, de la maladie, il y a eu le premier clade, deuxième clade, a même ce qu'on appelle à déclencher une urgence de santé publique de portée internationale. Oui. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ça avant de faire le point sur le virus en soi? Voilà. Vous savez que lorsque l'épidémie affecte un pays, il va de soi que ce pays puisse contaminer les autres parce qu'il y a des voyages qui se font d'un pays à l'autre. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, ce n'est pas seulement la RDC. Vous allez voir au Sénégal, vous allez voir au Côte d'Ivoire, un peu par-ci, par-là, où il y a des cas qui sont déclarés. Et donc, si l'OMS et tous les partenaires de santé publique ne prennent pas les devants, donc la situation risque de s'aggraver. D'où il faut déclarer une urgence sanitaire pour que tout le monde... Donc tout le monde, les pays africains... Pour éveiller l'attention, parce que ce n'est pas que les pays africains qui sont alarmés, qui sont en alerte. Il y a également en Europe, partout ailleurs. Oui, je sais. Il y a aux États-Unis, il y a en France et tout ça. C'est pourquoi quand on déclare une urgence sanitaire, ça veut dire que tous les pays doivent corroborer pour se mettre dans la lutte et combattre la maladie. C'est pourquoi il faut déclarer l'urgence sanitaire. Et donc là, ça fait engager tous les partenaires qui interviennent dans les secteurs de santé. Tous les pays doivent conjuguer les efforts pour qu'on puisse relever les défis. Alors, faisons le point un peu sur la maladie. Aujourd'hui, l'OMS a préféré ou nous recommande de l'appeler Mpox. Alors, je commence par l'appellation. Le Mpox, pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes renseigné sur ça, puisqu'on est parti de la variole du singe jusqu'au Mpox simplement. Le monkeypox, on dit de le mettre de côté. Bon, je crois que c'est pareil. Ouais. On peut appeler Mpox, on peut appeler monkeypox, on peut appeler la variole du singe. Et chaque terme a son sens. Lorsqu'on parle de variole du singe, tout simplement parce que le virus qui provoque le monkeypox est apparenté au virus de la variole. Et la manifestation de ces virus chez les animaux, c'est la même manifestation qui se trouve chez les hommes. C'est ainsi qu'on parle de virus de la variole
ainsi de suite, maladie de la variole, et voilà. Donc le Mpox, ce n'est pas différent des monkeypox. C'est juste l'appellation qui a changé. Ouais, voilà. Alors, est-ce que vous avez l'impression que c'est suffisamment connu, cette maladie qui se manifeste généralement par des éruptions cutanées à Kinshasa ou dans d'autres provinces? Les gens l'ont bien appréhendé ou c'est encore sujet de beaucoup d'obscurité et d'obscurantisme même? Ou c'est bien vulgarisé ou c'est par le gouvernement? C'est une maladie que le RDC a connue pour la première fois en 1970. Ok. Mais la maladie a évolué d'une façon endémique, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des cas. Mais c'est en 2023 qu'on a connu vraiment une recrudescence. Jusqu'à aller à peu près plus de 14 000 cas, avec à peu près 600 décès. Donc, ça peut nous faire à peu près un taux de mortalité de plus ou moins 3 à 4 %. Et cette année encore, depuis janvier jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes à plus de 15 000 cas et 500 et quelques décès. Et nous varions toujours autour de 3 à 4 taux de mortalité. Alors, est-ce que la maladie est connue par la population? Oui. Je dis non, pas totalement, parce que, vous savez... Elle est vieille, vous venez de le dire. Hein? Oui, la maladie n'est pas très bien connue. Oui. Ce qui fait que, lorsqu'on fait la riposte, il y a une branche, nous avons le front de communication. Okay. Pourquoi? Parce que il faut que la population sorte de l'ignorance. Et dès lors qu'ils sortent de l'ignorance, ils connaissent la maladie, le comportement également va changer par rapport à ça. Et les mesures qui leur seront imposées également seront considérées. Donc, il y a un grand travail à faire pour la sensibilisation de la population, pour qu'ils connaissent ce qu'est cette maladie, comment la maladie se transmet et quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Connaître la maladie, c'est préalablement en connaître les symptômes. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir et savoir de ces symptômes qui ne s'apparenteraient pas à d'autres maladies aussi? Des éléments qui me permettraient de distinguer cette maladie à d'autres maladies. Bon, d'abord, lorsque nous parlons de monkeypox, c'est une zoonose. Ouais. C'est-à-dire qu'une maladie qui frappe souvent les bêtes, les animaux sauvages. Et il se transmet, la maladie peut être transmise également de l'animal à l'homme. Alors, d'ores et déjà que la transmission entre l'animal et l'homme, l'homme transmet maintenant à d'autres hommes et maintenant il y a une transmission interhumaine. Et cette transmission est la plus importante, la transmission interhumaine. Pour plusieurs raisons, il y a des contacts fréquents entre les hommes. Et il y a des contacts entre les hommes et les objets souillés par les malades. D'où la maladie, à partir de l'infection jusqu'à l'apparition des premiers signes, il se passe quoi? Ça nous fait à peu près entre 14 et 21 jours. Ça, c'est l'incubation? L'incubation. Ah, d'accord. Ce qui fait que pendant l'incubation, il n'y a rien d'apparence. Même pas d'éruption? Non, il n'y a rien d'apparence. Et la maladie, au bout de 14 ou 21 jours, ça dépend de l'organisme de chacun, la maladie commence à apparaître sous forme d'abord la fièvre, la forte fièvre d'abord. Il y a des fortes fièvres, il y a des céphalées, donc des maux de tête, il y a des douleurs musculaires, parfois articulaires aussi, et il y a ce qui est très caractéristique de la maladie, c'est les lésions cutanées.
ces lésions cutanées commencent à apparaître d'abord sous forme de macules, c'est-à-dire de taches sous la peau. On a ça en image aussi, et heureusement que la réalisation nous les a proposées. Oui. Ah bon? Oui, on les a. Et exactement. donc, Voilà. Vous pouvez voir ici, professeur, là, docteur, ici, vous pouvez voir par ici, oui. Il y a un écran là. Ah d'accord. Et donc, ici, les lésions ont évolué. Donc, à commencer par les taches, qui ne sont pas palpables, et ça évolue vers des excroissances. Ok. Ça prend du volume, c'est ça? Ça prend un peu de volume, mais ça devient palpable. Ah bon, ok. Et ensuite, ça commence à porter des pus des dents. Comme ce qu'on voit là aussi. À l'intérieur, ce sont des Voilà, pus. donc il y a des pus des dents, sous jaunâtre, blanchissette, ainsi de suite. Et à ces moments-là, il y a aussi des ganglions qui apparaissent au niveau des cous, au niveau des cous, au niveau des aisselles, au niveau des hanches. Vous voyez ça? Et ce sont des ganglions qui apparaissent pour défendre les corps. Vous voyez ça? Mais dans l'entretemps, ils sont infectés. OK? Et vous allez voir également, il y a des pus dans ces ganglions. Alors. Et qu'est-ce qui se passe là quand ces éruptions cutanées prennent du volume? Au bout d'un temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on applique quelque chose déjà? Oui, mais. Ou voilà, on le laisse avancer. Avant que je pose la question sur la transmission. Oui. Maintenant, les sécrétions là. Toutes ces sécrétions là contiennent de microbes. Oh là. Vous voyez ça? Et donc, il suffit que vous soyez en contact avec ces malades, non seulement les sécrétions de pustules, mais les sécrétions nasales, les sécrétions, le gouttelette de salive, les sels, tout ça. Et donc, toutes les sécrétions, vous voyez ça? Corporelles, portent des germes, et il suffit que vous pouvez toucher la personne pour attraper la maladie. Maintenant, vous allez me poser la question, mais il y a des gens, parfois ils peuvent toucher et ne pas tomber malade. Oui, on en a. J'ai vu une dame avec son bébé à côté qui a la maladie. Et la dame est toute contente de porter son bébé. Non, peut-être que, vous savez, ce que je voulais dire, c'est que la maladie est évitable. Cette maladie est évitable. Lorsque vous êtes en contact avec le malade, il suffit que vous puissiez prendre des précautions pour bien laver les mains, bien se laver, et tout ça, pour que vous soyez désinfecté. Et avec comme conséquence que vous pouvez échapper à la maladie. Alors, ok. Mais qu'en est-il alors des gouttelettes qui sortent de voies respiratoires ou de la bouche? On se lave les visages ou comment? Oui, mais ça porte des germes. Oui. Vous comprenez? Ça porte des germes. Donc, il suffit que vous soyez en contact avec toutes ces sécrétions corporelles. J'ai cité les sécrétions nasales, les sécrétions buccales, les selles, la sueur. La sueur. Toutes ces sécrétions-là, il suffit d'être en contact avec ça pour que vous puissiez, si vous ne prenez pas de précautions, de se laver et tout ça, pour que vous puissiez être contaminé. On peut aussi donc porter le masque quand on est en contact avec une personne qui a la maladie. Oui, bien sûr. Oui. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, pour les personnes de première ligne, c'est-à-dire que les personnes de santé. Les personnes de santé, lorsque on est pendant l'épidémie, telle que l'épidémie de monkeypox, mais ils doivent porter des épis, c'est-à-dire que les équipements de protection individuelle, qui fait qu'ils puissent éviter d'attraper la maladie. Parce qu'à ce moment-là, quand il porte le masque, donc même que ce soit les gouttelettes, quelles que soient les sécrétions, il ne sera pas en contact avec ça. Donc il peut vraiment se mettre à l'aise pour soigner, s'occuper de son malade. Quand on a quelqu'un à la maison qui présente ces symptômes, qu'est-ce qu'on fait à l'immédiat, docteur? Lorsque quelqu'un présente des signes, il faut se présenter à l'hôpital.
On ne met pas en quarantaine, on n'isole pas. C'est l'hôpital qui va le mettre, qui va faire l'isoler. OK. Vous voyez ça? Il arrive à l'hôpital, et l'hôpital, nous avons des définitions des cas qui peuvent permettre à détecter si c'est un cas suspect, si c'est un cas potentiel, et ainsi de suite. Et donc, lorsque il répond à la définition des cas, c'est-à-dire qu'il a la fièvre, il a les douleurs, il y a l'apparition des éruptions, automatiquement, lorsque vous l'amenez au centre, on le met en isolement pour éviter qu'il soit en contact avec d'abord le personnel, ensuite les autres personnes. Dans l'entretemps, on fait le mapping. C'est-à-dire quoi? On retrace les passages, les parcours des malades. À partir du moment où il a présenté les premiers signes, jusqu'au jour où on l'a eu, on retrace son parcours pour savoir qui était en contact avec lui. Et tous ces gens qui étaient en contact avec lui, on les appelle des contacts. Ils ne sont pas malades, mais ils ont été en contact avec un cas confirmé ou potentiel. Et lorsque il est en contact avec les cas comme ça, on les suit. On les suit de façon que lorsqu'ils présentent le premier signe, on s'en occupe. On les isole aussi. Et vous savez, lorsque le plus tôt qu'on détecte les cas, le plus tôt que les malades se présentent, plus il a la chance de guérir. Plus tard qu'il se présente, plus la maladie s'aggrave et ça peut se compliquer et entraîner à la mort. Alors, comment s'en prévenir, docteur, dans la vie de tous les jours, hein? On a parlé des cas de quelqu'un qui est en contact avec une personne malade. Mais nous qui venons au travail à Télé 50 chaque jour, une maman qui sort de sa maison pour aller au grand marché, faire, je sais pas, n'importe quoi, nous qui marchons ici en ville, n'importe où, comment on fait pour pouvoir avoir des réflexes, des gestes qui soient hygiéniques et préventifs en même temps? Bon, je crois que lorsque j'ai parlé je vais d'abord revenir, avant de revenir à votre question là, je voudrais préciser quelque chose. Lorsque nous avons, comme j'ai dit, un cas, nous avons retracé son passage. Le mapping, vous avez dit. Et pour éviter que les cas puissent continuer à transmettre, on l'isole, n'est-ce pas? Et entre-temps, pour éviter que les contacts ces contacts puissent faire la maladie et transmettre aux autres, il faut suivre tous ces contacts-là. Vous voyez ça? Et dès que les signes se présentent, on l'isole aussi. Dès que les premiers signes se présentent, parce qu'il était déjà en contact avec un malade, lorsque les premiers signes se présentent, on l'isole aussi. Vous voyez ça? Alors, les malades, lorsque vous êtes en contact avec, le premier contact avec les malades, il faut, la première chose, les mesures d'hygiène. Il faut bien laver les mains, vous voyez ça, avec les savons, et saper. Là c'est quand on est en contact, mais quand on ne sait rien du tout. Les habitudes quotidiennes dorénavant que nous devons acquérir. Il faut maintenir les habitudes de laver les mains régulièrement. Régulièrement. Ça vous protège ça nous protège dans beaucoup de choses. Non seulement pour l'épidémie, mais d'autres maladies également qui sont transmissibles. Donc, lorsqu'on a cette habitude-là, de se laver les mains régulièrement, vraiment ça protège. Et donc, nous sommes maintenant pendant l'épidémie, on vient de déclarer l'épidémie, il faut que les gens prennent l'habitude, reviennent aux habitudes de laver les mains à tout moment. Comme du temps de Covid-19. Alors, voilà. Puisque c'est une maladie virale, il n'existe presque pas de médicaments contre ça. Et le seul moyen pour pouvoir en être guéri, c'est se faire vacciner notamment. Et déjà, puisque la vaccination est sujet à beaucoup de critiques, à Kinshasa, on commence à supputer,
voilà, à faire polémique sur ça. Les Européens, on vend encore des vaccins. Vous, en tant qu'épidémiologiste, vous êtes habitué à ça. Alors, comment faire pour convaincre les Congolais que le vaccin est une bonne chose? Et pourquoi Bien. le vaccin? J'ai appris par la voie des ondes que nous aurons les vaccins d'ici des semaines. Et c'est vrai que ce qui se passe chez nous, au Congo, fréquemment, lorsqu'il y a l'épidémie, il y a beaucoup de rumeurs autour de la vaccination, autour de la maladie. Hein. Tout ça, les gens vous disent qu'on vous amène les urines de telle personne pour vous vacciner. Les gens disent... On veut je pense procéder à que l'extermination. tout ça, ce sont des rumeurs qui n'ont pas de sens. Moi, qui vous parle, j'ai été en Guinée, au chevet de nos amis guinéens, lorsqu'ils avaient l'épidémie d'Ebola. Oui. Hein? Vous savez qu'avec tous ces rumeurs-là, beaucoup n'ont pas voulu se faire vacciner. Oh là là. Mais moi, je me suis fait vacciner. En Guinée? Ah oui? Je n'ai pas eu de problème. Mais tout ce qu'on disait, si vous vaccinez, bon, c'est pas moi, vous n'allez pas, vous allez mourir, vous aurez la vie écourtée. Tout ça, ce sont des rumeurs. Le complotisme derrière ça. Tout ça, ce sont des rumeurs. Bill Gates et tous les autres bailleurs de fonds. Il faut que la population apprenne à vérifier les informations et à faire confiance au gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas laisser périr sa population. Le gouvernement ne peut pas commander des médicaments pour tuer la population. Parce qu'ils sont là pour la population. Et donc, je pense que c'est... La population doit être éveillée. Quand on dit qu'on a besoin de 3-4 millions de vaccins, regardez, si on est à 100 millions, pourquoi très peu de vaccins comme ça, pourtant tout le monde peut potentiellement attraper la maladie? Voilà. Le vaccin, vous savez, on les donne gratuitement, mais les gens pensent que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Mais une dose de vaccin, j'ai appris, de ces vaccins, il semble que ça coûte dans les 70 à 80 $, une dose. Et ce qui fait que lorsqu'on aura les premières doses, priorité, ce sont les personnes de première ligne, c'est-à-dire les personnels soignants. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont s'occuper des malades, et lorsque eux ne sont pas protégés, et donc il n'y aura pas d'autres personnes qui vont s'occuper d'eux. Et si eux ne sont pas protégés, ils seront des sources de contamination de beaucoup de cas. Parce qu'ils reçoivent beaucoup de malades chez eux. Et donc, il faut d'abord soigner les personnels de première ligne, et ensuite, le contact. Les personnes qui ont été en contact avec les malades. Confirmés, bien sûr, pas des suspects. Vous voyez ça? Et on s'occupe d'abord de ces gens-là. Parce que ce sont ces gens qui peuvent être à la source de contamination s'ils ne sont pas protégés. Un contact déjà, on s'attend à ce qu'il peut faire la maladie. Et donc, il faut déjà le protéger pour qu'il ne fasse pas la maladie. Sinon, quand il fait la maladie, il y aura un groupe également de cas qui seront derrière, qui vont venir derrière, après lui. Vous voyez ça? La même chose pour les infirmiers, les personnels des soignants en général. Vous voyez ça? Donc, la première dose, je pense que ce ne serait pas une vaccination de masse. Et puis, il y a aux personnes à risque. Qui sont en dehors des professionnels de santé, sont ceux qui sont sur le front, là? Quelles autres personnes sont des personnes à risque? Bon, peut-être que ce sont des personnes... si on veut aller au-delà, on peut prendre les gens qui sont immunodéficients, qui sont des grands malades. On peut les prendre, comme les diabétiques, les consorts. Ceux qui pourraient présenter des comorbidités. Alors, mais sinon, ce serait la priorité de prendre d'abord les personnes de première ligne et les malades. Alors, pour terminer, peut-être deux questions. Docteur, j'ai tendance à vous appeler professeur, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui est déconseillé lorsqu'on a quelqu'un qui a la maladie dans la maison, par exemple? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Le premier réflexe, c'est quoi que les gens ont et que vous déconseillez? Le premier réflexe, c'est qu'il faut que les gens l'amènent d'abord à l'hôpital et il faut que tous ceux qui étaient avec lui dans la maison puissent
bien prendre soin hygiéniques, d'hygiène dans la maison. Et lorsque on est dans la riposte contre la maladie, il y a une branche, un front que nous appelons prévention et contrôle des infections. Vous voyez ça? Je vous avais dit que lorsque quelqu'un tombe malade, on fait le mapping, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait le mapping, partout où il est passé, on doit désinfecter. Lorsqu'on trouve un cas, il est passé dans un taxi, si on peut identifier ce taxi-là, on doit désinfecter les taxis. Il est passé dans telle maison, on doit désinfecter la maison. Il est dans son bureau, on doit désinfecter. Vous voyez ça? Et donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a un malade, le personnel de santé, les hygiénistes passeront pour désinfecter la maison. Alors, la famille, ce que la famille doit faire, c'est d'abord d'amener les cas au centre. D'abord, l'isoler de la famille. Quand ils amènent dans le centre, ça veut dire qu'ils isolent déjà de la famille. On ne va pas chercher à laver l'enfant avec des produits, des histoires traditionnelles, non. Totalement déconseillé. Non. Voilà. Les personnels de santé vont s'en occuper. Et je vous dis que la maladie est guérissable. La maladie est guérissable. Alors, pour terminer, c'est moins dangereux que le Covid-19. On peut l'éviter en prenant certaines mesures hygiéniques. Puisque c'est à Kinshasa, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous dites que c'est guérissable et très évitable. Est-ce moins dangereux que le Covid-19 comme dit-on? Non, quand je dis que c'est guérissable, je ne veux pas dire que c'est moins dangereux. Je n'ai pas dit ça. Je veux dire tout simplement que les gens puissent le considérer comme toute autre maladie. Parce que quand on a peur, ça sera un facteur pour ne pas respecter les règles d'hygiène. Mais il faut reconnaître que c'est une maladie grave, mais qui est guérissable, et que c'est une maladie qu'on peut également éviter. On peut éviter. Donc, moi, je suis malade. Toi, tu es en contact avec moi, mais si tu laves très bien tes mains, au moment où tu as été en contact avec moi, mais tu peux ne pas attraper la maladie. Il n'est pas dit que parce que tu étais en contact avec moi, et forcément, tu dois attraper la maladie. Mais quand tu prends soin de laver tes mains régulièrement, tu n'es pas en contact avec les sécrétions qui se trouvent chez moi. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas attraper la maladie. Merci. Merci beaucoup, docteur. Il y a un autre mot de transmission dont on n'a pas parlé, malheureusement. C'est le rapport sexuel aussi. J'ai entendu le ministre le dire en une phrase, peut-être, pour en parler rapidement. Oui, ça entre dans ce que je viens de dire, les sécrétions corporelles. Voilà. Vous voyez ça? Les sécrétions vaginales, les sécrétions urétrales. Lorsque quelqu'un est infecté de la maladie, le germe se trouve dans toutes ces sécrétions-là. Donc, ça veut dire que si on peut entrer en contact sexuel avec un malade, on peut aussi l'attraper. Merci. Merci beaucoup, docteur, d'être passé. Mais si on est protégé, peut-être qu'on peut aussi éviter. Ah, la protection. Voilà. Le moyen de contraception, vous voulez dire, notamment le préservatif. Merci beaucoup, professeur, docteur. Voilà, on va parler entrepreneuriat à présent avec un jeune venu de Lubumbashi, parler de l'entrepreneuriat dans l'automobile ici à Kinshasa. Un jeune de Bukavu, par ailleurs. Restez avec nous, madame, monsieur.